Bonjour Madame Molinier. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Inès Reski. Enchantée. Je m'appelle Élise Angry. Et je m'appelle Mathias Angoulot. Enchantée. Et nous sommes des élèves en 3e année du collège à Émilie-Gour. Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'objectif premier de la Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationale. Par conséquent, les 193 pays membres de l'ONU ayant signé cette charte sont supposés respecter ce principe. Malgré cela, des violations à cette règle sont faites et certaines grandes nations engendrent des conflits, tels que le Royaume-Uni, la France et les États-Unis, lors des récents bombardements en Syrie. Quelles sont les mesures prises à l'encontre de ces pays qui ne respectent pas la charte et dans quelle mesure l'ONU peut-elle agir dans ces cas-là? Agit-elle avec plus de fermeté dans le cas de plus petites nations? Alors, vous avez le don pour toucher à des questions très sensibles. Donc, je vous félicite. Je voudrais juste rappeler historiquement que, en fait, le conflit en Syrie a démarré d'abord en interne par un soulèvement de certains secteurs de la population syrienne contre le régime du président Assad, et qu'il y a eu graduellement et successivement un certain nombre de pays qui se sont impliqués, et du coup le conflit en Syrie a pris une dimension internationale et une dimension particulièrement aiguë. Ces 3 pays sont effectivement intervenus sans demander un aval préalable du Conseil de sécurité, mais ont fait valoir que leur intervention était, de leur point de vue, la conséquence d'une violation par le régime syrien d'une résolution du Conseil de sécurité qui avait été adoptée en 2013 et qui justement consacrait en quelque sorte un accord entre les différentes parties au conflit syrien, y compris les grandes puissances, pour démanteler l'arsenal chimique syrien. Donc, même si effectivement tout ce que peut faire le Conseil de sécurité, c'est soit donner son accord par le biais d'une résolution à laquelle personne ne s'oppose, soit mettre son veto à une intervention s'il est consulté au préalable, il arrive effectivement que des interventions aient lieu, et la question ensuite, qu'est-ce que font les Nations Unies? Donc, ce que les Nations Unies essayent de faire, sans réussir toujours, c'est de mettre autour de la table les parties impliquées au conflit avant que le conflit justement n'escalade ou ne prenne une dimension trop importante, pour prévenir ces interventions. Malgré tout, une note quand même un petit peu moins pessimiste, c'est que toutes les parties au conflit reconnaissent, y compris les pays que vous avez mentionnés, que le seul règlement durable de la crise syrienne passera par un accord négocié par les Nations Unies. Mais malheureusement, nous n'y sommes pas encore. D'accord, merci. Je vous en prie. Ensuite, l'article 2, alinéa 1 de la Charte des Nations Unies stipule que l'organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Cependant, 5 des 15 membres du Conseil de sécurité, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la France et le Royaume-Uni, ont obtenu un siège permanent au Conseil et bénéficient d'un droit de veto, ce qui les place à une position de supériorité. Pourquoi cette inégalité flagrante est-elle encore en vigueur en 2018 et sommes-nous en voie de changement? Alors oui, c'est une égalité flagrante. Oui, la composition actuelle du Conseil de sécurité, avec ces 5 États membres qui ont un droit de veto et qui sont les seuls à en avoir, ne correspond plus à l'équilibre des forces au moment où les Nations Unies ont été créées et où le Conseil de sécurité a été créé, c'est-à-dire en 1945. Alors, il y a plusieurs scénarios qui sont sur la table. Le premier qui avait été proposé, c'était un élargissement du nombre de membres permanents avec un droit de veto. Et notamment, évidemment, quand on parle d'élargissement, c'est pour inclure ce qu'on appelle les grands pays émergents, comme l'Inde, comme le Brésil, le Pakistan, l'Indonésie ou d'autres. Et en Afrique également, il n'y a aucune représentation africaine. Au Conseil de sécurité, il n'y a pas de représentation de l'Amérique latine non plus. Donc ça ne représente plus du tout l'équilibre des forces, que ce soit politiquement ou économiquement. Mais je dois dire qu'il n'y a pas eu d'accord au niveau des groupes régionaux eux-mêmes, parce que vous savez que les Nations Unies fonctionnent très largement sur la base des groupes régionaux, et qu'à partir du moment où il y a un accord au sein d'un groupe régional, une proposition peut être mise en avant. Pas d'accord au niveau asiatique. Vous imaginez bien qu'entre l'Inde et le Pakistan, chacun prétendait avoir droit à un siège additionnel de membres permanents. Argentine et Brésil,
par exemple, et en Afrique, Afrique du Sud, Nigeria, Égypte, tous les trois prétendant être le pays qui devrait avoir un siège de membre permanent. Donc, on a pensé à autre chose, un accroissement du nombre de membres permanents, mais sans qu'ils aient un droit de veto, pour justement contourner l'objection des 5 membres ayant un droit de veto par rapport à l'idée d'élargir le veto, ce qui, selon eux, diluerait l'impact et la cohérence des décisions du Conseil de sécurité. Là encore, même problème, pas encore d'accord, si vous voulez, au niveau des groupes régionaux, mais les discussions sont en cours. Alors c'est discret, on n'en entend pas parler, mais elles sont en cours. Troisième proposition qui a été mise sur la table, c'est de ne pas avoir un élargissement des membres permanents avec veto, donc on n'augmenterait pas le nombre de membres permanents avec veto, on augmenterait le nombre de membres permanents sous réserve évidemment d'un accord au niveau des groupes régionaux, mais surtout on exigerait des membres permanents avec droit de veto, c'est-à-dire les 5 puissances actuelles, qu'elles n'utilisent pas leur droit de veto dans des cas de génocide ou de crimes contre l'humanité. Ça, c'est une proposition qui est actuellement sur la table, et notamment devant l'échec total des discussions autour de la Syrie. Merci. Vous êtes passée d'un poste de traductrice à l'ONU dans le secteur du Programme des Nations Unies pour le développement au poste de directrice de ce même programme. Comment avez-vous réussi cette promotion fulgurante et quels conseils donnez-vous pour s'engager à l'ONU ? Alors, mes promotions n'ont rien eu de fulgurant, je peux vous l'assurer. J'ai en fait commencé ma carrière aux Nations Unies en 1977 comme traductrice, effectivement, recrutée par concours au niveau P2, qui est le niveau d'entrée. J'ai ensuite automatiquement, au bout de 2 ans, été promue à P3, ce qui est la règle au niveau de la traduction. Ensuite, au bout de 4 ans, j'ai eu le grade de P4, donc basé sur le travail que je faisais à la traduction. Ensuite, pour arriver, on va dire, au poste de management senior et au poste de niveau supérieur, ça a été beaucoup plus long, puisqu'il m'a fallu à peu près 8 ans pour passer de P4 à P5, ensuite 6 ans de P5 à D1 et 8 ans de D1 à D2. Et en fait, j'ai commencé comme P2 en 77 et j'ai été promue D2 en 2006. Donc vous voyez que ça a quand même pris un certain temps. Par contre, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est, si vous vous intéressez aux Nations Unies, c'est d'être extrêmement motivé, d'être très ouvert au changement et aux opportunités, d'être prêt à travailler dans des endroits très différents, à des postes différents, et avec des gens d'origine très diverses, d'être dans un mode écoute, pas dans un mode voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que c'est un travail en fait qui ne peut se faire qu'en équipe et qui ne peut se faire que par l'apport des personnes avec lesquelles vous allez travailler quand vous êtes sur le terrain, par exemple, si vous faites un travail de terrain. Donc il faut être adaptable et il faut évidemment, et ça c'est essentiel, être profondément convaincu de la force des valeurs des Nations Unies, puisque en fait ce qui fait la force des Nations Unies, ce sont les valeurs qui sont exprimées dans la Charte, dans la Déclaration des droits de l'homme. Si vous n'êtes pas profondément convaincu que le monde devrait être régi par ces valeurs, ça ne veut pas dire qu'il l'est, mais qu'il faut travailler pour qu'il le soit, à ce moment-là, je vous suggérerais de chercher un autre chemin de carrière. Merci. Par rapport aux dernières actualités sur les inégalités entre les sexes, et en tant que femme ayant occupé un poste important à l'ONU, que pensez-vous de la représentation féminine au sein de l'organisation ? Sont-elles sous-représentées ? Alors j'ai cherché quelques chiffres, parce que bien sûr, l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore atteint l'objectif qu'elle aurait dû atteindre il y a longtemps, et en tout cas que l'actuel secrétaire général s'est fixé comme vraiment impératif, c'est-à-dire la parité au niveau supérieur, parce que c'est comme partout. Selon le niveau de responsabilité, le pourcentage de femmes sera plus ou moins élevé. Et selon aussi les types de métiers qui sont faits aux Nations Unies. Par exemple, ça ne vous étonnera pas, aux conférences,
il y a quand même une grosse majorité de femmes, y compris dans les postes de direction. Mais dans les départements qui s'occupent par exemple de réponse aux crises, d'humanitaire, de logistique, comme le Programme alimentaire mondial, il y a 15 ans, tous les postes de responsabilité au PAM étaient occupés par des hommes, alors que les femmes sont tout aussi capables que les hommes de faire ce genre de travail de réponse à l'urgence et aux crises. Mais ne serait-ce que les 20 années que j'ai passées au PNUD, de 1992 à 2012, j'ai vu l'augmentation régulière et continue du pourcentage de femmes au poste de haut niveau et notamment au poste de coordonnateur résident des Nations Unies. Donc là, maintenant, on en est à 43% de femmes coordonnateurs résidents. Ça n'est pas 50, mais c'est déjà pas mal. Le secrétariat des Nations Unies est en train de faire des progrès. Guterres a nommé quand même un certain nombre de femmes au niveau les plus élevés. La numéro 2, c'est une femme. Il y a de plus en plus de femmes qui sont secrétaires générales adjoints et sous-secrétaires générales aux Nations Unies. Donc il y a des progrès. Okay. Je vous en prie. Et donc on a encore une dernière question qui concerne les casques bleus justement. Ah oui. Donc grâce à la contribution des pays membres, l'ONU a composé la force de maintien de la paix des Nations Unies, communément appelée les casques bleus. Ils sont déployés dans le but de maintenir l'ordre et la paix dans les zones de conflit. Ils sont cependant la cible de nombreuses accusations de viol, comme en Centrafrique en 2017 selon des rapports d'Amnesty International. Comment remédier à ces abus de pouvoir et comment justifier que des délégués d'une organisation pacifiste violent et bafouent les principes mêmes de celle-ci? Alors, vous avez raison de poser la question, et c'est absolument scandaleux, et bien sûr c'est immonde, mais en plus c'est scandaleux que des casques bleus des Nations Unies se rendent coupables d'exactions et de violations des droits de l'homme. Je voudrais juste préciser quand même deux choses, c'est que les casques bleus ne sont ni des fonctionnaires, ni des délégués des Nations Unies, ce sont des troupes, ce sont des contingents, donc des militaires, qui sont fournis par des États membres, et qui sont sous le commandement de leurs propres officiers qui eux-mêmes font partie donc du commandement de la force de maintien de la paix. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que lorsque des casques bleus sont accusés de violation des droits de l'homme ou de crimes, l'ONU se tourne immédiatement vers le pays qui fournit ces contingents et c'est ce pays qui est censé les traduire en justice et les sanctionner. Or, malheureusement, les pays, en règle générale, ne le font pas. Vous avez parlé de la Centrafrique, et là, il y a un exemple absolument flagrant, c'est le cas de la France. Des militaires français, donc faisant partie des casques bleus en Centrafrique, ont été accusés de viol, et à ma connaissance, à ce stade, la hiérarchie militaire française n'a pas encore pris de mesures, de sanctions contre ces militaires. Donc il y a effectivement de la part des pays qui fournissent des contingents des attitudes que je trouve absolument condamnables. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en prie. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup.